Compte rendu de la 41e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 25 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, peu avant de s'envoler à Rome pour assister aux obsèques du pape François, la 41e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Et 4. Enfin, examen et adoption de textes. Le premier point de la communication du président de la République a porté sur les lancements des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État et du suivi des engagements du gouvernement avec les bons syndicaux. Le président de la République a commencé sa communication en revenant sur les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo, qu'il a officiellement lancée le 23 avril 2025. Cette initiative vise à instaurer davantage de justice sociale, à valoriser notre fonction publique et à moderniser notre administration. En effet, notre fonction publique est depuis plusieurs années marquée par d'importantes inégalités en termes d'octroi des primes et avantages conséquents entre certains ministères et services. Ces déséquilibres créent un sentiment profond d'injustice, démotivent nos agents publics et engendrent un désintéressement qui nuit gravement au rendement des services. C'est face à ces constats que le président de la République a pris la décision d'impliquer le gouvernement dans la mise en place d'une politique salariale équitable et moderne et durable. L'adoption d'une telle politique, a-t-il précisé, permettra à notre pays de renforcer la motivation des agents publics, d'améliorer la qualité des services offerts à nos concitoyens et de bâtir un État plus juste, plus performant et plus résilient. Le président de la République en a appelé donc à l'implication de chaque membre du gouvernement. Pour accompagner cette réforme capitale pour le pays, la Première ministre s'assurera d'un monitoring permanent afin d'aboutir à une politique rude et pérenne. Par ailleurs, il a rappelé que le gouvernement avait pris 2 engagements avec les différents bancs syndicaux dans le but d'améliorer les conditions salariales des agents publics. Il est aujourd'hui nécessaire d'évaluer en profondeur ces engagements afin d'intégrer les résultats dans la politique salariale en cours d'élaboration. Dans cette perspective, il a instruit le gouvernement à produire dans un délai de 30 jours une feuille de route détaillée de la mise en œuvre de l'ensemble de ces engagements. Ces documents devra clairement préciser les actions concrètes à entreprendre, les échéances à respecter, ainsi que les responsables désignés afin de garantir la concrétisation de mesures y afférentes dans l'intérêt supérieur de nos agents publics et de la stabilité de notre administration. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les constructions anarchiques dans la baie d'Engaliema et dans d'autres zones non édificantes. Le président de la République a rappelé qu'en date du 15 avril 2025, il avait convoqué et présidé une réunion de crise d'une importance capitale à la suite des inondations dévastatrices ayant récemment frappé la ville de Kinshasa. Ces intempéries ont malheureusement provoqué de nombreuses pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels considérables, plongeant plusieurs familles dans les deuils et la détresse. La réunion s'est tenue en présence des membres du gouvernement central, des autorités provinciales, ainsi que les différents experts de l'administration de la ville de Kinshasa. Les échanges ont permis d'identifier de manière claire et unanime que l'un des facteurs majeurs de cette catastrophe naturelle réside dans l'obstruction de voies naturelles d'écoulement des eaux pluviales vers le fleuve Congo. Ces blocages est en grande partie attribuable à la prolifération de constructions anarchiques et illégales, notamment dans les zones sensibles telles que la baie d'Engaliema et d'autres espaces non aménagés. Face à cette situation, il a exprimé sa vive préoccupation et il a insisté sur la nécessité d'agir avec célérité, fermeté, dans le strict respect des lois de la République, car la protection de populations et la préservation de l'environnement urbain sont des priorités non négociables. Ainsi,
dans le strict respect des procédures légales existantes. Il est indispensable que certaines mesures soient immédiatement mises en œuvre. Il s'agit notamment de la démolition de constructions érigées en violation de normes d'urbanisme, en particulier celles qui entravent les canaux d'évacuation des eaux. Le renforcement de mécanismes de contrôle et de surveillance dans les zones à risque, la mobilisation de la cellule de crise institutionnelle chargée de coordonner l'ensemble des actions de terrain, la sensibilisation et l'accompagnement de populations concernées afin d'assurer une transition respectueuse de droits humains et des règles établies. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, les ministres de l'Urbanisme et Habitat, le ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, ainsi que l'ensemble de ministres sectoriels concernés, membres de la cellule de crise, y compris le gouverneur de la ville de Kinshasa, sont invités à garantir l'exécution rigoureuse de ces décisions dans un esprit de responsabilité, de justice et de solidarité nationale. Il va de soi qu'une méthodologie claire, allant de la sensibilisation, de la mise en demeure jusqu'à l'acte final de démobilisation, des démolitions plutôt, est à privilégier afin de prévenir les différents remous sociaux. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la promotion du soft power en temps de guerre, proposition de stratégie gouvernementale. Dans la suite de l'organisation, le 22 avril 2025 à Paris en France, du concert Solidarité Congo, et au regard de son impact symbolique, politique et culturel, le président de la République a estimé nécessaire d'engager une réflexion stratégique sur la consolidation du soft power congolais pour renforcer l'unité nationale et projeter une image positive de la République démocratique du Congo sur la scène internationale dans un contexte encore marqué par un conflit armé persistant. Ces leviers devient désormais essentiel. Il incarne un instrument de résilience, de cohésion nationale et de rayonnement international. La culture, à travers les festivals, concerts, expositions et autres initiatives artistiques, joue un rôle fondamental de facilitateur de paix et de dialogue. Elle crée des espaces de rencontre, renforce la compréhension mutuelle entre communautés et participe ainsi à la réduction des tensions. Dans ces contextes, le soft power poursuit plusieurs objectifs stratégiques, notamment le renforcement de l'identité nationale en valorisant le patrimoine culturel congolais, les rayonnements à l'international en améliorant l'image de marque du pays, en stimulant les échanges culturels et en attirant les partenaires et investisseurs potentiels. L'offre des mécanismes de reconstruction sociale en servant de vecteur de guérison psychologique pour les populations affectées par les conflits. Par ailleurs, cette approche encourage les développements de partenariats bilatéraux et multilatéraux susceptibles de déboucher sur un soutien matériel, technique, financier et diplomatique. Aussi, pour donner un cadre structurant à cette dynamique, le président de la République a recommandé les actions suivantes. 1. Organisation et participation à des événements culturels d'envergure nationale et internationale mettant en lumière la richesse artistique, musicale, gastronomique et patrimoniale du Congo. Mise en place d'un fonds d'appui aux artistes affectés par les conflits afin de maintenir la création et l'activité culturelle dans les zones touchées, l'intégration de l'éducation artistique et du patrimoine culturel dans les programmes scolaires pour renforcer la citoyenneté, la paix et l'identité nationale dès les plus jeunes âges, le renforcement de la coopération avec les ONG partenaires internationaux dans le cadre de projets de dialogue interculturel et de cohésion sociale, la création d'un système d'évaluation de l'impact des actions culturelles afin d'en mesurer l'effet sur la cohésion nationale et d'en valoriser les retombées au niveau international. En conséquence, il a engagé la ministre de la Culture, sous la coordination de la Première ministre, à enclencher le processus de la mise en œuvre de l'ensemble de ces initiatives en étroite collaboration avec son cabinet ainsi que le ministère des Affaires étrangères, de la communication et médias, de la jeunesse et éveil patriotique, de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, du budget, des finances et du tourisme. Un rapport de cette instruction est attendu dans un délai de 60 jours. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement
est revenu sur le lancement de la 37e session proprement dite du Conseil national de travail dont les travaux préparatoires ont débuté depuis le mardi 8 avril 2025. Suivant la vision du chef de l'État qui place l'amélioration des conditions de travailleurs congolais au cœur de ses préoccupations et conformément au programme d'action du gouvernement, elle a souligné que cette session a pour principal objectif de se pencher sur les sujets liés à la préservation des emplois et à l'amélioration de conditions de travail, notamment la fixation ou l'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. Elle constitue à ce titre une étape essentielle dans la consolidation du dialogue social et dans la mise en œuvre des réformes structurelles orientées vers une croissance inclusive et durable. Ainsi donc, elle invite toutes les parties prenantes, à savoir le banc gouvernemental, le banc employeur et les bancs travailleurs, à ne ménager aucun effort pour atteindre les objectifs fixés. Sur un autre chapitre, elle a évoqué les cas de l'évasion à la prison de Kasongolunda, dans la province du Kwango, le 18 avril 2025, que le gouvernement suit avec une vive attention. Elle a ainsi demandé aux ministres concernés, Justice, Budget et Finances, de faire diligence notamment pour la réhabilitation de cette prison. Cette évasion met en lumière l'importance de la poursuite du processus de désengorgement des établissements pénitentiaires en collaboration étroite avec le parquet et l'accélération de partenariats publics-privés pour la construction et ou la réhabilitation de nos prisons et maisons d'arrêt telles que prévues dans les programmes d'action du gouvernement et conformément aux instructions du président de la République. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par la déclaration conjointe des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 à Doha qui ont affirmé d'un commun accord leur engagement pour une cessation immédiate des hostilités. Dans le chapitre politique, il y a lieu de noter la suspension des activités du parti politique PPRD sur toute l'étendue du territoire national. Cette suspension constitue un acte pédagogique en direction de tous les partis politiques qui doivent toujours se rappeler leur devoir de contribuer par leurs actes, actions et attitudes à la consolidation de l'unité et de l'intégrité territoriale. Brossant les faits liés au banditisme et à la criminalité, il a évoqué les succès enregistrés de l'opération Ndobo, bien que d'autres modes opératoires se développent, notamment les braquages au cours desquels il est fait usage des armes à feu dans certains coins des quelques communes de Kinshasa. C'est le cas également dans la province du Haut-Katanga où des cas d'intrusion d'hommes à tenue civile munis d'armes blanches ont été signalés à Lubumbashi et en Kampemba. Des dispositions ont été prises pour y faire face. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui a passé en revue la situation sécuritaire sur différents fronts dans l'est du pays, où une relative accalmie a été observée dans les lignes de front. Il est aussi revenu sur les opérations conjointes FARDC-UPDF qui ont contraint des groupes armés, notamment Codeco et Zaïre, actifs en territoire de Djougou, à réduire sensiblement leurs activités meurtrières contre la population civile. Au sujet de la situation épidémiologique, au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale en mission, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a présenté la situation épidémiologique du pays. Par rapport à la semaine précédente, la tendance du Mpox à la 15e semaine est marquée par une augmentation de cas suspects, passant de 1453 à 2044. Un cumul de 521 048 personnes sont vaccinées depuis les débuts des opérations. Quant à l'épidémie de choléra, comparée à la semaine passée, la tendance à la 15e semaine est marquée par une hausse de nombre de nouveaux cas passant de 1134 à 1198 cas suspects, dont 22 décès, soit une létalité de 1,8%. Les dispositifs de riposte est opérationnel. Abordant la situation sanitaire dans les parties sous occupation, il a fait état de 68 nouvelles admissions de blessés par balle enregistrées du 15 au 24 avril dans les formations sanitaires de Goma. Côté épidémiologique, sur les 318 cas suspects des Mpox, 122 cas ont été confirmés cette semaine et 270 cas suspects des rougeoles ont été également notifiés.
Dans le sud Kivu, 46 nouvelles admissions des blessés, 4 décès ont été enregistrés sur la même période dans les formations sanitaires de Bukavu. Côté épidémiologique, 448 cas suspects Mpox ont été détectés et 3 décès déplorés alors que 131 cas suspects de rougeole et 4 décès au cours de cette semaine. Revenons sur la situation sanitaire dans la ville de Kinshasa, due aux dernières pluies diluviennes. Elle a précisé que l'identification biométrique des sinistrés avec l'appui de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé, a permis de connaître rapidement le nombre exact de sinistrés et de constituer une base de données fiable. Au 22 avril 2025, il a été enregistré un cumul de 537 912 personnes touchées, 168 blessés, 78 décès et 7 disparus, 80 établissements de soins de santé touchés, 25 145 ménages affectés, dont 10 zones de santé, plus de 700 000 personnes sinistrées, dont 4 303 femmes et 2 797 hommes sont hébergés dans 3 sites principalement, les stades de Martyr et les stades Tata Raphaël. Un nouveau site d'hébergement a été ouvert au stade municipal de Bandalungwa et un autre à Kinkole. Les sites d'hébergement des Liti Lumumba et des Liti Kitomesa ont été fermés. Note d'information relevant du secteur de l'agriculture. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a présenté au Conseil la note d'information portant sur la signature d'un protocole d'accord de coopération entre son ministère et la société Hunan Linchi Agricultural Service à la suite du passage à Kinshasa du vice-gouverneur de la province de Hunan de la République populaire de Chine. En effet, un cadre de collaboration est mis en place pour travailler ensemble à vue d'atteindre les principaux objectifs d'amélioration de la productivité vivrière et maraîchère à travers notamment la création d'un laboratoire et d'un centre de services techniques sino-congolais, les développements d'une chaîne de production industrielle verte en tenant compte des réalités du marché local et de la production d'engrais organiques en RDC. Pour ce faire, durant 3 ans, la partie chinoise va utiliser la technologie des régénérations des résidus agricoles pour entre autres produire des engrais organiques efficaces et d'améliorer la fertilité des sols locaux et combler les lacunes techniques en République démocratique du Congo en matière de production agricole verte. L'application continue de l'engrais organique permettra d'atténuer la désertification, améliorer la qualité des terres arables, réduire la dépendance aux engrais chimiques importés, d'accroître l'autosuffisance alimentaire. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 40e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 18 avril 2025. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 8 textes. 1. Projet des décrets relevant du secteur de la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présenté au Conseil pour examen et approbation le projet de décret fixant les cadres et les structures organiques révisées de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Il vise à garantir une mise en application harmonieuse de la réforme comptable et des gestions de la trésorerie au travers d'un cadre institutionnel renforcé et apporte des innovations majeures en réaménageant les structures des directions normatives et de postes comptables initialement organisées par le décret 24/15 du 14 octobre 2024 qui a abrogé les décrets 22/12B du 31 mars 2022. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes. Projet de loi relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a soumis au Conseil pour examen et approbation le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 7 mai 2025. Après débat et délibération, ces textes ont été adoptés. Projet des textes relevant du secteur de finances. 6 textes ont été soumis au Conseil de ministres de ce jour par la vice-ministre, ministre des Finances. Le premier, projet de loi autorisant la ratification de la Convention des crédits du 14 mars 2025 conclue entre la RDC et l'Agence française de développement pour un montant de 100 millions d'euros au titre de financement du projet d'appui à la transformation numérique de la République démocratique du Congo. 2.
projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 25 novembre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement pour un montant de 400 millions de dollars américains au titre de financement du projet de transformation numérique dans le cadre de la numérisation inclusive à l'Est et au Sud de l'Afrique utilisant l'approche programmatique multiphase. Troisième texte, projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit relatif au financement du projet vulnérable BOMA pour un montant de 40 millions d'euros. La réalisation de ce projet prévoit l'amélioration de la résilience de la ville de BOMA et des conditions de vie de ses habitants, en particulier de femmes et de jeunes. 4. Projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 23/37 du 24 octobre 2023 fixant les procédures de paiement et de comptabilisation de la dépense publique. Il porte les changements majeurs essentiellement sur l'affinement de procédures ainsi que des écritures de comptabilisation par rapport aux changements intervenus dans la nomenclature de comptes de l'État. 5. Projet de décret portant règlement d'administration applicable aux comptables publics. Au-delà des modifications de forme, la réécriture des dispositions antérieures a consisté notamment à des précisions apportées au mot des désignations de comptables publics selon qu'ils relèvent du réseau de comptables directs du Trésor ou du réseau comptable des administrations financières, l'adaptation des conditions de recrutement des comptables publics aux dispositions légales du statut des agents de carrière de service public de l'État, principalement en ce qui concerne l'âge et les rôles du ministère de la fonction publique, la requalification des intervenants en ce qui concerne l'installation du comptable public. 6. Projet de décret complétant et modifiant les décrets numéro 09/61 du 3 décembre 2009 portant création et organisation d'un service public dénommé Direction générale de la dette publique DGDP. Ces textes tiennent compte de la nécessité de renforcer les cadres d'organisation de la structure en charge de la gestion de la dette publique en front middle et back-office afin d'accroître ses capacités analytiques, opérationnelles et de conseil. Il répond également au besoin d'améliorer la gouvernance de cette structure en consolidant ce rôle de centralisateur dans les opérations d'endettement public afin de lui permettre de mieux maîtriser les périmètres de la dette publique. Après débat et délibération, tous ces textes ont été adoptés. Commencé à 14h37, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 15h49. Je vous remercie.